RCF. Bonjour à toutes et à tous. Et bien voilà, l'épidémie prend son envol, la CGT en rêvait, Covid-19 l'a fait. La France est en train de s'arrêter tout doucement afin de faire face à cette épidémie qui touche à l'heure où j'écris un peu plus de 5000 personnes, mais qui par ricochet économique va très certainement impacter l'ensemble de la population. La question qui se pose au-delà de la question sanitaire, c'est comment notre économie va réagir. Les premiers impacts ont commencé à se faire ressentir chez les artistes, chez les professionnels de l'événementiel, mais depuis vendredi, cela va toucher l'ensemble du secteur et puis depuis peu l'ensemble des métiers tels que la restauration, les supermarchés et autres lieux considérés comme non essentiels à la survie de la population. Ceux qui vont peut-être tirer leur épingle du jeu, ce sont peut-être les services dématérialisés qui ont tout de suite réagi en proposant des offres parfois gratuites à destination des entreprises qui se voient contraintes de mettre leurs employés en télétravail et qui, avec agilité, se sont mis à proposer des offres spécifiques, augmentation des espaces de stockage sur les serveurs, accompagnement par le biais de plateformes de travail collaboratifs. Magellan, l'un des acteurs du podcast en ligne, ouvrant gratuitement son catalogue de podcasts, histoire d'occuper un petit peu le temps long du confinement. Media Meeting propose de vous créer des radios d'entreprise, mais aussi Open Classroom qui permet aux enseignants et aux parents et aux élèves de pouvoir continuer la formation et la suite de leurs études. Tout cela pour garder du lien avec vos collaborateurs, avec vos enseignants, avec tous ceux et toutes celles qui sont nécessaires à la vie économique de notre pays. Alors en ce qui nous concerne, nous allons essayer d'avoir une continuité dans nos émissions en espérant pouvoir réunir autour du micro, soit en studio, mais je n'y crois plus guère, soit par le biais du téléphone et de la magie d'Internet, ces acteurs du changement qui nous sont si chers. Cela va m'obliger à une certaine agilité pour produire nos rencontres hebdomadaires, mais promis, nous ne vous abandonnerons pas, car comme on le dit chez les artistes, show must go on. Et puis surtout, soyons solidaires les uns les autres. N'oublions pas, pour la France, il y a la liberté, l'égalité, mais surtout la fraternité. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver dans un contexte très particulier. Cette semaine, nous faisons notre émission depuis le confinement où nous sommes les uns et les autres avec nos invités que nous allons accueillir autour de ce micro tout au long de cette émission. Une émission très particulière. Vous avez eu une édition spéciale avec Antoine Bélier. Et bien nous aussi, nous allons faire notre édition spéciale confinée pour donner avec 4 experts les grands principes, les grandes choses qu'il faut mettre en place tout de suite dans vos entreprises. Si vous êtes dirigeant, si vous êtes dans une PME, si vous êtes vous-même auto-entrepreneur, il y a des petites choses à savoir et c'est cela que nous allons essayer de vous faire partager avec nos 4 experts qui vont nous rejoindre de manière non pas simultanée, mais les uns à la suite des autres. Ils sont experts comptables, avocats du droit des affaires, avocats de droit social, communicantes. Nous allons essayer de voir toutes les parties prenantes de votre entreprise. Alors évidemment, pas de 7 minutes pour changer le monde. On va avoir tout de suite notre invité éco. Il s'agit de Vincent de Féligonde, qui est chef du service économique à la Croix. Et avec lui, nous faisons un petit tour d'horizon de ce qu'est notre économie aujourd'hui. C'est un enregistrement fait hier soir dimanche. Il y a déjà peut-être des choses qui ont bougé. En tout cas, on retrouve tout de suite Vincent Féligonde. C'est notre invité éco de cette semaine. L'invité éco, Patrick Longchamp. Voilà, un invité écho de circonstance puisque nous sommes avec Vincent de Féligonde, chef du service économique au quotidien La Croix. Bonjour Vincent. Bonjour Patrick. Merci beaucoup de nous accorder un petit peu de temps parce qu'on sait très bien que le service éco doit être en ébullition ainsi que toute la rédaction de La Croix autour de cette actualité qui est le coronavirus et puis tout ce qui touche à ces confinements, à ces arrêts de l'économie. C'est avec vous qu'on va évoquer ces quelques éléments. Alors, quels sont les symptômes majeurs pour notre économie aujourd'hui ? On le voit, hein, l'économie s'arrête petit à petit. Est-ce qu'on va vers une économie qui va être au niveau zéro dans les semaines à venir? Effectivement, depuis samedi soir, les choses ont encore changé puisque les lieux accueillant le public non indispensables à la vie de la nation sont fermés.
Ça veut dire les restaurants, les bars, les centres commerciaux, les bibliothèques, les cinémas, les discothèques, les salles de spectacle, les salles de conférences, les musées. Donc vraiment, ça fait toute une partie de l'économie qui est à l'arrêt. Et donc évidemment, tout ça va conduire à une chute de l'activité économique qui sera assez spectaculaire. Et par ailleurs, certains secteurs sont très affectés, comme les compagnies de transport terrestre de personnes, par exemple les autocaristes, les compagnies de chemin de fer, aussi le transport aérien. Et tout ça, évidemment, les chauffeurs de bus, ils doivent s'occuper de leurs enfants, donc ils pourront plus nécessairement travailler. Donc ça veut dire qu'il y aura une activité aussi qui va baisser progressivement dans tous ces secteurs. Alors on va voir au travers de cette émission avec nos 4 experts quelles sont les solutions pratiques qui s'offrent à chacun, qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans les entreprises pour essayer de tenir le cap le temps que cette crise ne passe. Est-ce que selon vous, cette crise économique qui est là, faut pas se leurrer, est quelque chose qui est comparable à celle de 2008 qui était la crise des subprimes et qui a aussi fait beaucoup de mal à notre économie française et qui a mis une dizaine d'années à se relever? C'est exactement ce que vous dites, Patrick. C'est qu'effectivement, c'est une crise dans laquelle le point de départ, en réalité, est très différent de celle de 2008. Le point d'arrivée, il sera peut-être le même. On espère que non, et on va tout faire pour que ce soit pas le cas. En 2008, c'est une crise financière. C'est parti d'une crise financière. Vous avez évoqué les subprimes, c'est-à-dire ces prêts qui ont été faits à des personnes qui n'étaient pas susceptibles de les rembourser. Une crise financière qui a dégénéré en crise de l'économie réelle. Et donc, en réalité, c'est les États qui ont cherché à sauver le système financier pour éviter un effondrement de l'économie mondiale. Cette fois-ci, c'est complètement différent puisque c'est l'économie réelle qui est touchée. En fait, il y a le confinement, donc il y a plein de secteurs qui peuvent plus travailler, et c'est ça qui fragilise les sphères financières. On l'a vu avec la réaction des bourses. Jeudi, la bourse de Paris a connu la plus forte baisse de son histoire. Bon, ça, c'est pas très grave. Le seul problème, c'est qu'il peut y avoir un effet boule de neige qui s'enclenche, qui fait que certaines banques se mettent à faire faillite, et dans ce cas-là, tout le système peut tomber en faillite. Donc, effectivement, la dernière fois, crise financière qui a dégénéré en crise dans l'économie réelle, la crise de l'économie réelle qui risque de se transformer en crise financière qui aurait un effet sur l'économie réelle. Alors justement, on peut se poser cette question. L'intervention du président de la République était très intéressante pour deux raisons. D'abord, les mesures qu'il annonce, mais surtout quelques paroles pour dire que l'État va tout faire, et on sent le double intérêt, à la fois rassurer les places financières, que l'État va tout faire pour maintenir l'économie du pays, mais aussi les entreprises. Et puis, on sous-entend que finalement, c'est peut-être une prise de conscience que cette crise du coronavirus sur l'économie peut-être d'un certain nombre de secteurs qu'on avait délaissés à d'autres pays, et peut-être de réindustrialiser, d'avoir une nouvelle politique économique et industrielle en France? Je vais juste répondre d'abord sur effectivement, il faut tout faire pour éviter les faillites en cascade. En fait, c'est ça les déclarations d'Emmanuel Macron, c'est avant tout ça, c'est éviter les faillites en cascade et éviter que les gens arrêtent de consommer. Donc effectivement, quand il dit tout sera mis en œuvre pour protéger nos entreprises, quoi qu'il en coûte, et quand il dit tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés, quoi qu'il en coûte, ça veut dire qu'on essaie d'éviter l'effondrement de l'économie. La prise de conscience économique, d'abord, c'est que effectivement la crise de 2008, la réponse à la crise de 2008 qui se basait sur la mauvaise réponse de la crise de 1929, c'est d'abord la prise de conscience qu'il faut ouvrir les vannes de l'économie en grand pour éviter ces faillites en cascade et donc l'effondrement de l'économie. Mais effectivement, il y a une deuxième prise de conscience qui est vraiment importante, c'est la fragilité d'un système dans lequel il y a une division du travail à l'extrême entre les différents pays. Le fait qu'on peut être dépendant d'un seul fournisseur qui est à Wuhan en Chine, par exemple. On dit par exemple que la totalité des pédales de frein de toute l'industrie automobile mondiale sont fabriquées en Chine. Le problème est qu'effectivement, il faut une pédale de frein pour fabriquer une voiture. Si vous n'avez pas de pédale de frein, vous ne pouvez pas finir le modèle et donc vous ne pouvez pas vendre vos voitures. Plus grave, alors ça c'est très ennuyeux, mais il y a beaucoup plus grave, c'est la question du principe actif des médicaments. On a sous-traité à la Chine et à l'Inde, mais essentiellement à la Chine, le fait que de la production des principes actifs des médicaments, et on s'aperçoit qu'effectivement on risque d'avoir des pénuries très très importantes. Donc
il y a certains produits comme les médicaments qu'il ne faut pas confier à d'autres, des produits stratégiques, et donc il faudra arriver à relocaliser en partie cette production, ou au moins avoir toujours 2 fournisseurs au minimum, de manière à ce que si l'un d'entre eux a des problèmes, on puisse faire appel au second. Ou peut-être réfléchir d'ailleurs à une loi qui impose que 20 à 30% de chaque production industrielle soit produit sur le continent européen, en France ou sur le continent européen. En parlant justement d'Europe, est-ce que l'Europe économique va souffrir ? J'ai envie de dire d'abord, est-ce que le niveau économique, et on sait que les ministres des Finances se réunissent aujourd'hui lundi pour échanger, mais est-ce que ça veut dire aussi que l'euro est menacé ? L'euro peut être menacé, enfin je veux dire, il a été très clairement menacé en 2008. Là, comme la crise est quand même très différente, a priori on peut espérer que ce soit un trou d'air et que on remonte immédiatement après. C'est-à-dire que ce soit, on dit une courbe en V, c'est-à-dire qu'il y a une chute très très brutale et très spectaculaire, suivie d'une remontée une fois que l'épidémie sera enrayée, qui est une remontée aussi brutale qu'elle a été. Donc ce n'est été qu'un trou d'air. Mais effectivement, rien ne serait pire que la disparition de l'euro, parce que ça voudrait dire un retour aux dévaluations agressives pour gagner de la compétitivité sur son voisin, ce qui s'est fait en 1929. Ça veut dire que, et d'ailleurs on le voit très bien, les gouvernements, la Commission européenne, la Banque centrale européenne, peu à peu se concertent pour contrecarrer ces risques d'effondrement. On a vu que la règle des 3% de déficit public a volé en éclats la semaine dernière. Allez, pour terminer, Vincent de Féligonde, est-ce que vous avez un peu d'optimisme dans ce que vous pouvez observer autour de vous ? Est-ce qu'il y a des solidarités qui se mettent en place ? Est-ce que les entreprises, malgré la réorganisation qu'elles sont obligées de faire en termes de management, en termes de structuration, de rassurer aussi les clients et les fournisseurs, est-ce que vous voyez des signes d'entreprises, de solidarité qui sont déjà en train de penser à l'après-crise coronavirus ? On voit que tout le monde réagit de façon assez calme quand même. Il y a les pouvoirs publics qui disent on ouvre les vannes complètement, et donc tout le monde est rassuré par le fait que, et donc tout le monde est rassuré par le fait que il y aura un soutien de l'État à l'économie qui sera extrêmement fort et à guichet ouvert. Et donc ça peut permettre aux entreprises de s'appuyer là-dessus pour continuer à espérer que le trou d'air ne sera qu'un trou pendant quelques semaines, voire quelques mois. Quelques mois. Merci beaucoup. Avenir dans la Croix, comment vous allez suivre cette épidémie, cette actualité chaude ? En fait, ce qui est très compliqué, c'est que effectivement nous-mêmes, et comme vous, tout le monde est concerné par ça, et donc déjà on est en train d'essayer de réfléchir à la façon dont on va s'organiser ces jours prochains. Il va falloir développer le télétravail, faire un quotidien, c'est quelque chose qui se fait à flux extrêmement tendu, et donc faire un quotidien télétravail, on n'a jamais fait, donc ça va être très intéressant, mais assez difficile. C'est peut-être ça, la leçon de cette épidémie, c'est l'agilité pour les entreprises, pour se repenser, pour se réorganiser, et qui sait peut-être inventer une nouvelle manière de fonctionner. Merci beaucoup, Vincent de Féligonde, d'avoir été notre invité éco. On retrouve tout de suite nos 4 experts pour vous donner des conseils pratico-pratiques, justement, pour permettre de passer ce temps comme un trou d'air et pas comme une fatalité. Merci beaucoup, Vincent, à très bientôt, au revoir. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, il va être temps de retrouver donc nos 4 experts. Il s'agit de Gaëlle Charpentier, dirigeante de la société en communication émotionnelle Achac, de Mélanie Berger, expert comptable, et puis maître Anne-Sophie Rio et maître Niveau, respectivement avocat du droit du travail et avocat du droit des affaires. On retrouve tout de suite Gaëlle Charpentier. On va parler communication émotionnelle. C'est notre premier expert de cet écho des solutions. L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
Voilà, on va commencer avec vous, Gaëlle Charpentier. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un peu le feu partout et merci vraiment énormément de nous accorder une dizaine de minutes pour parler communication. Vous êtes dirigeante d'une société de communication qui s'appelle Achac. Vous travaillez sur la communication émotionnelle et Dieu sait si en cette période de crise sanitaire et je pense à terme aussi de crise économique et pourquoi pas aussi de crise sociale, il va falloir savoir se doter des bons moyens de communication. Déjà, comment allez-vous et comment ça se passe dans votre entreprise, Gaëlle ? Écoutez, on fait face. Moi, j'ai la chance d'avoir une formidable équipe. Donc, on prend les choses une par une, calmement, à la fois en prenant soin de nous, voilà, les collaborateurs et moi-même, et bien sûr en prenant soin de nos clients, puisque la communication émotionnelle, c'est ça. Et dans une crise comme celle qu'on traverse, évidemment, prendre soin les uns des autres est vraiment la possibilité qu'on a de gérer les choses. Donc, on fait comme ça. Alors justement, les clients, les collaborateurs, comment, dans une période telle que celle-ci, quelles sont les bonnes pratiques tout de suite à mettre en place quand on fait face à une situation qui est à rebondissement, parce que vendredi, nous n'étions pas dans la situation dans laquelle nous sommes ce lundi matin. Comment est-ce que, du point de vue pratico-pratique, on gère ? Alors, je dirais que la première chose, c'est communiquer. Donc, se parler, s'écouter. Donc, moi, je donne beaucoup la parole à mes collaborateurs pour qu'ils fassent part de leurs émotions, de ce qui les traverse, le fait de les écouter. C'est presque la seule chose que je peux faire humainement et c'est très précieux. Du coup, évidemment, on fait tous la même chose avec nos clients. On les appelle, on les écoute, on leur dit qu'évidemment, on est là, on est disponible. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, on co-construit. Donc, j'allais dire que moi, en tant que dirigeant, ma posture, c'est de considérer que je ne sais pas. Donc, je ne dis pas à mes collaborateurs que je sais, puisque la preuve, on navigue à vue. En revanche, on va du coup avancer ensemble, en co-construisant ensemble. Donc, en les impliquant au quotidien dans ce qui se passe, je trouve que ça les rassure. Il faut inviter une posture d'humilité pour le dirigeant. Il faut inviter une posture d'humilité pour le dirigeant. Ouais. La solution, elle est peut-être sûr, parmi les collaborateurs. Alors, je ne sais pas où est la solution. Justement, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que comme personne ne sait, avançant main dans la main, en restant soudés, en s'écoutant, en faisant attention les uns aux autres et en faisant attention à nos clients, en anticipant, parce que pour parler concrètement, nous, notre accompagnement client, notre rôle, c'est, je vous disais tout à l'heure, de les appeler, de les écouter, de leur dire qu'on est là et puis de trouver des solutions à l'échelle de ce qu'on peut faire, à savoir backer les opérations. Donc nous, on fait beaucoup d'événementiels, hein, évidemment. Donc impacter parmi les... Oui, impacté au premier chef, évidemment. Donc nous, notre travail, c'est d'appeler tous nos prestataires avec qui on fait la même démarche, démarche qui est de les écouter, d'entendre aussi leur stress, leur peur et d'essayer tous ensemble. Nous, on fait le lien entre les clients et les prestats, bien entendu. Donc l'idée, c'est de trouver des solutions, de négocier des choses pour faire en sorte que si les OP ont finalement lieu, elles puissent se faire dans les meilleures conditions. Donc si je résume bien ce que vous dites pour l'instant, Gaëlle, la première chose à mettre en place, c'est l'écoute. Peut-être dans une situation de télétravail, faire perdurer peut-être des réunions d'équipe régulières par Skype, par d'autres moyens de téléconférence, pour se parler, pour se dire comment ça va et garder ce lien. Je parle d'abord collaborateurs. Les clients, c'est aussi les écouter, les rassurer, trouver des solutions où tout le monde soit un petit peu gagnant. Exactement. Pour moi, la seule chose qu'on peut faire réellement, c'est maintenir le lien. C'est entretenir ce lien entre nous, les collabs, avec nos clients, avec nos prestats, avec l'ensemble des parties prenantes. C'est la seule chose qui nous maintient en vie, quoi. C'est de maintenir ce lien, d'entretenir ce lien entre nous. Comment vous percevez, vous, quand vous communiquez de cette manière-là vis-à-vis de vos clients ? Quelle réception vous avez de leur part ? Ils sont touchés. Ils sont touchés parce que on pense à eux, pas forcément uniquement en tant que professionnels, mais qu'humains.
Mmh. Et du coup, voilà, ils se sentent épaulés, ils se sentent moins seuls. Mmh. Vous aussi, eux aussi, je veux dire, ont ces mêmes problématiques que les vôtres et vous les accompagnez aussi dans cette démarche. Vous pouvez proposer aussi un accompagnement, j'ai envie de dire, de la communication de crise dans ces entreprises qui sont parfois des clients pour d'autres raisons. Bien sûr, nous, notre rôle en faisant de la communication émotionnelle, c'est d'accompagner nos clients dans ce type de crise. Donc moi, j'accompagne notamment des dirigeants sur les questions stratégiques. On travaille sur comment communiquer, comment faire passer les informations, comment dire aux collaborateurs que voilà, on est obligé d'être humble dans ces situations parce qu'on ne sait pas et que donc on navigue à vue et que c'est aussi ça le rôle du dirigeant, c'est d'accompagner voilà, la navigation dans le brouillard quand la situation se présente, quoi. Quels bons outils vous mettriez en place pour pouvoir justement garder ce lien, continuer à communiquer et permettre justement que ce lien ne s'étiole pas? Alors ça dépend de la taille des entreprises évidemment, mais dans les petites structures, le fil WhatsApp est un outil formidable parce que du coup on est en contact permanent. Mettre en place des réunions régulières d'update d'informations. Moi, je sais qu'à chaque fois que je parle à mon équipe, elle est plus apaisée après qu'avant. Donc du coup, on se parle toutes les heures en ce moment, toutes les 2 heures. Tout le week-end, j'étais en lien avec eux évidemment. Voilà. Et puis pas perdre de vue que ça va pas durer. Alors ça peut paraître facile à dire. Mais moi, je suis jeune maman. On m'a souvent dit, tu sais, les premiers mois c'est difficile, mais t'inquiète pas, ça va pas durer. Eh bien, c'est ça la réalité aussi, c'est que ça va pas durer. Donc, le fait de regarder plus loin permet aussi de relever la tête et de se dire que on va traverser tout ça. Même sans savoir de quoi le quotidien sera fait, mais qu'à un moment, ça va s'arrêter. Et de ce que sera l'avenir, ce qui veut dire que vous pensez déjà, vous vous dites il faut qu'on se mette dans une démarche de reprise, de l'après, déjà, même si là, au quotidien, il y a du concret à gérer, que c'est difficile d'imaginer l'avenir, mais déjà, de se mettre autour de la table et se dire comment on redémarre, quand ça redémarrera. Ah bah oui, enfin moi c'est ma philosophie de vie, c'est-à-dire que je suis une profonde optimiste et des crises, enfin moi c'est la 4e, à chaque 15 ans, donc j'en ai vécu d'autres et ma recette pour tenir bon et dans le temps ça fonctionne, c'est de penser à après, quoi. On se met en logique, potentiellement on ferme les bureaux parce que y a un potentiel confinement qui va tomber. On se met aussi en logique de comment on s'organise quand on va réouvrir les bureaux. C'est ça. Un concept qu'on n'a pas mentionné, mais qui a été sous-jacent à l'ensemble de notre entretien, et j'arrive au bout de cet échange avec vous, Gaëlle, qu'on avait étudié d'ailleurs dans l'écho des solutions, l'importance de se dire la vérité en entreprise, se dire la vérité avec ses collaborateurs. Alors, la vérité, déjà, dans le contexte qu'on traverse, il y a tellement de choses qui se disent que c'est compliqué de savoir ce qui est réellement la vérité. Par rapport à l'entreprise, aux collaborateurs, aux clients, dire la réalité en fait de ce qu'on vit et de ce qu'on sait ou surtout de ce qu'on ne sait pas, c'est pour moi, c'est-à-dire que ça va avec l'humilité bien sûr, ça va avec le courage de dire qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Voilà. Ça me paraît essentiel. Merci beaucoup Gaëlle. Je rappelle les 2-3 conseils que vous nous donnez, à la fois utiliser les réseaux sociaux, les moyens de communication pour rester en lien avec son équipe, être à l'écoute de ses collaborateurs, de ses clients, les écouter, les entendre, prendre les bonnes idées, les bonnes solutions, être agile et puis essayer d'être le reflet en tant que dirigeant de la réalité de ce qui se passe et de dire ce qu'il en est sans rien cacher. J'ai bien résumé ? Ouais, c'est ça, c'est très bien résumé. Merci beaucoup Gaëlle d'être avec nous. On continue notre émission de l'écho des solutions et on s'en va tout de suite à la rencontre d'un nouvel expert. À tout de suite. Merci beaucoup Gaëlle Charpentier. Merci, au revoir. Au revoir. L'écho des solutions, RCF. Voilà, expert suivant, expert confiné. Il s'agit d'Anne-Sophie Riot. Vous êtes avocate en droit du travail et droit social en région parisienne. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour Patrick. Merci beaucoup donc d'être avec nous. On va aborder dans la deuxième partie de cette émission la question qui est plus liée au droit du travail, au droit social. D'abord, avant de commencer, Anne-Sophie, comment allez-vous en tant que dirigeante de votre société d'avocats et comment vous organisez-vous ? Eh bien, ça va dans ce contexte un peu particulier parce que nous, on doit faire face à deux problématiques. La gestion de nos collaborateurs. Donc, ma collaboratrice, Kadia Toutapili, qui est avocate aussi en droit du travail, est confinée chez elle. Donc, elle intervient pour les clients par téléphone, par visioconférence, elle leur envoie des mails. Et c'est vrai que nous, dans cette période-là, on est fortement sollicités parce que nos clients, qui ne sont que des entreprises, veulent savoir comment s'organiser, quelles sont les mesures à prendre. Donc, on est très sollicité en cette période particulière. Et bien justement, vous faites la bonne transition avec la première question, c'est comment, en termes légal, une entreprise s'organise dans une configuration comme celle du confinement actuel. J'ai envie de dire, quelles sont les premières mesures à prendre ? Alors déjà, il faut savoir que l'employeur a une obligation, c'est celle d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Ça, c'est bien inscrit dans le Code du travail. Donc pour ça, il faut prévenir et en même temps s'organiser. Donc, chose à faire en ce moment, et ça a évolué ce week-end parce que ce que je disais à mes clients encore vendredi ne vaut plus aujourd'hui, à savoir que le télétravail jusque-là, c'était quelque chose qui pouvait être imposé aux salariés, mais qui ne pouvait pas être demandé de droit par le salarié, sauf que là, compte tenu des annonces qui ont été faites par Édouard Philippe samedi soir, il est plus que vivement conseillé en fait de laisser vos salariés, ceux pour lesquels c'est possible, en télétravail chez eux. D'accord. Alors, juste, il se pose peut-être la question d'aujourd'hui, parce qu'il faut quand même s'organiser. Tout le monde n'a peut-être pas le matériel adéquate. Donc, il faut évidemment permettre à son salarié de venir chercher, si possible, un ordinateur portable pour pouvoir lui permettre le télétravail. Donc au moins, première chose, réouvrir, on va dire, sur un temps court, l'établissement professionnel pour permettre aux collaborateurs de venir chercher éventuellement des dossiers, les ordinateurs, les éléments essentiels à la vie du travail. On l'entend bien, il y a une obligation légale qui est posée par la loi qui est la santé du collaborateur et le bien-être mental. Mais le collaborateur qui souhaiterait absolument venir travailler dans son bureau, quels peuvent être les éléments de contrainte du dirigeant vis-à-vis de ce collaborateur qui ne veut surtout pas travailler de chez lui parce qu'il y a trop de bruit, il ne peut pas se concentrer? Alors, il y a deux solutions. Déjà, la première, à savoir qu'il faut lui recommander vivement de rester chez lui. Et puis, s'il n'y a pas eu de cas avérés dans la société et qu'il se retrouve tout seul au sein de la société, il peut venir travailler, mais en revanche, il doit écrire un document dans lequel il décharge la société de l'avoir obligé à venir travailler. C'est sa responsabilité et c'est lui qui vient travailler parce qu'il estime qu'il travaillera mieux de son poste de travail. Quels sont les autres éléments à prendre en compte en termes de droit social, de droit de travail? Il y a la question du chômage partiel. Qui peut en bénéficier? Pourquoi? Comment? Alors, le chômage partiel, toute société qui se voit contrainte de fermer son entreprise ou de baisser son activité pour des raisons notamment économiques peut tout à fait faire une demande de chômage partiel. Alors, ce qui est assez simple aujourd'hui, c'est qu'il y a un site qui est complètement dédié, qui s'appelle, vous tapez juste activité partielle emploi.gouv.fr/PARTS, APARTS. Là, vous faites une demande juste avec votre numéro de tirette et puis tout est pré-rempli. Donc, c'est vraiment très, très simple à faire comme demande. Et le gouvernement s'est engagé à répondre. Avant, c'était un délai de 15 jours et désormais, c'est un délai de 48 heures pour que vous puissiez collecter et voir avec vous comment vous pouvez être éligible à cette mesure de chômage partiel. Aujourd'hui, on le voit, hein, les services de l'État sont extrêmement réactifs. Souvent, on les taxe d'être longs. Là, il y a une forte réactivité de leur part. Donc, le chômage partiel, c'est aussi une solution. On peut en arriver à des situations de licenciement pendant cette période. Est-ce que les licenciements sont autorisés ou est-ce qu'on est considéré comme étant malade? Alors, ça, c'est pareil. Donc, d'abord, il faut quand même plutôt avoir recours au chômage partiel parce que vos salariés, il est quand même fort possible que vous en ayez besoin
dans quelques temps. Sachez juste aussi qu'il y a seulement 1000 heures par an et par salarié qui sont indemnisables en chômage partiel. Et donc, si on venait au-delà de ce quota, eh bien, il faudra envisager pour certaines entreprises une procédure de licenciement pour motif économique. Et là, il faut en fait que le chiffre d'affaires ait baissé, ou en tout cas de justifier de mesures économiques qui ne permettent plus d'assurer le maintien du salaire du salarié. Et il faut respecter une procédure qui est quand même assez contraignante en droit du travail, surtout si c'est une rupture du contrat de travail de plus d'un seul salarié pour motif économique. Alors, la question du télétravail est encadrée depuis peu. Elle est rentrée, grâce à la loi Pacte, elle est rentrée dans, j'ai envie de dire, dans la normalité de certaines entreprises. Comment est-ce qu'elle est encadrée? Pour certaines entreprises, ça va être une vraie découverte que de travailler depuis chez soi. De quelle manière elle est encadrée et de quelle manière un dirigeant d'entreprise va mettre en place des moyens de vérification du bon travail de ses collaborateurs, comme s'ils étaient au quotidien dans les murs? Alors là encore, ça va dépendre de la taille de la société. Si vous avez déjà mis en place le télétravail par accord collectif ou par une charte sur le télétravail, dans ce cas-là, il faut que la société et le salarié qui veut avoir des précisions aillent consulter soit cet accord collectif, soit cette charte sur le télétravail qui prévoit normalement des mesures particulières. En ce moment, là, on est dans une configuration un peu différente puisque on peut imposer le télétravail. Le Code du travail le prévoit en cas de pandémie, c'est la situation actuelle. Mmh. Donc là, il faut que Donc ce pas soit... pas besoin d'accord collectif. Hein. C'est une décision du chef d'entreprise qui dit tout le monde en télétravail. Pas besoin d'accord collectif. On y va et c'est prévu par le code du travail. Il n'y a pas de souci légal là-dessus. Hein. Exactement. Mais il faut par contre que ce soit une disposition prise par l'employeur. Il faut que l'employeur appelle ou notifie à ses salariés par un email collectif en leur disant aujourd'hui ne venez pas travailler. Il y a une mesure de télétravail qui est mise en place dans l'ensemble de la structure. Normalement, en télétravail, il faut aussi donner les moyens nécessaires pour que le salarié puisse travailler. Donc, un ordinateur portable, je dirais que c'est le minimum. Si possible, un accès s'il y a un réseau d'entreprise à distance, alors soit par des outils de cloud ou bien par un VPN s'il est possible. Donc, il faut vraiment que le salarié puisse donner les moyens nécessaires, l'employeur donne les moyens nécessaires aux salariés de travailler. Toutes les entreprises ne vont pas s'arrêter du fait du confinement, il faut être très clair là-dessus. Quelles sont les entreprises qui, un collaborateur, l'entreprise dit nous on va continuer l'activité. Est-ce que le collaborateur peut dire moi je viens pas parce qu'il y a un risque, parce que je prends mon droit de retrait là-dessus. L'industrie va peut-être continuer à tourner, va peut-être falloir de manière différente, mais il va falloir continuer à fabriquer des voitures, à faire du pain, à cultiver nos légumes, etc. Alors si c'est considéré comme une activité essentielle à la poursuite dans la poursuite de l'activité est nécessaire pour le bien-être du pays, dans ce cas-là, effectivement, on va demander à certains salariés de venir travailler. Il y a des mesures qui sont assez simples à mettre en place, à savoir que l'employeur affiche bien sûr toutes les affiches à disposition sur les mesures de protection essentielles, éventuellement porter des masques et mettre à disposition des salariés des masques. Bien sûr des gels hydroalcooliques dans tous les endroits possibles. Et puis si le salarié malgré tout ça refuse de venir travailler, il faut quand même lui expliquer que s'il n'y a pas eu de cas de coronavirus avéré, il n'y a pas s'il prend les mesures nécessaires, à savoir le respect des distances de sécurité, il n'y a pas d'obligation à ce qu'il ne vienne pas travailler. Le droit de retrait, il faut que le salarié justifie d'un péril imminent sur sa vie ou sa santé. Là, en l'occurrence, si les mesures sont respectées et si le salarié doit venir travailler pour des raisons qu'on a déjà évoquées, il faut qu'il vienne travailler. Et s'il il oppose son droit de retrait, là, il commet une faute en fait. Anne-Sophie. Mais après, pardon. Allez-y, terminez. Le problème aussi, c'est que si un litige naît à ce sujet-là, entre les salariés et les employeurs, on doit faire face aussi à la décision qui a été prise tous les tribunaux sont fermés aujourd'hui, en fait.
Donc pas Donc, possibilité, excepté voilà. les cas je veux dire, de référés de problématiques imminentes, il n'y a pas les tribunaux ne sont pas ouverts. On arrive au terme de ces 10 minutes. Est-ce qu'il y a encore un conseil, une synthèse à faire de ce qu'on a échangé, quelque chose que vous n'auriez pas dit et qui vous semble essentiel à bien entendre pour les chefs d'entreprise et puis aussi pour les collaborateurs qui nous écoutent? Qu'effectivement, là, depuis ce week-end, le télétravail est vraiment à privilégier. Il faut aussi savoir que si vous ne pouvez pas mettre en place cela, on peut mettre en place des actions de formation, notamment peut-être des actions de formation par visioconférence. Ça, c'est des mesures qui peuvent être indemnisées par l'État. Donc, ça vous permettra d'être encore plus opérationnel quand l'activité va reprendre. Pas hésiter à faire des demandes de chômage partiel qui sont traitées rapidement. Et puis dire à vos salariés, et essayer de quand même garder un lien, une communication avec eux, en leur disant que voilà, faut que ce soit un travail d'équipe pour que la société reste en place quand même dans cette période économique compliquée. Merci beaucoup Anne-Sophie Rio d'avoir été un de nos 4 experts de l'écho des solutions. On vous souhaite bon courage pour toute cette période qui est à traverser, ainsi que bien évidemment à tous nos éditeurs. On va tout de suite retrouver un 3e expert. On va parler expert comptabilité et puis on terminera pour parler droit des affaires et marché public. Merci beaucoup Anne-Sophie. À très bientôt. Au revoir. Merci Patrick. Au revoir. L'écho des solutions, RCF. On est avec Mélanie Berger, expert comptable. Bonjour Mélanie. Bonjour Patrick. Merci beaucoup de nous donner du temps. Vous avez une entreprise d'expertise comptable, il y a 14 collaborateurs. On arrive sur un confinement, il faut tout réorganiser. Première question, comment allez-vous à titre personnel, à titre de dirigeante? Et puis comment allez-vous travailler la réorganisation de votre entreprise pour les jours, peut-être les semaines, voire les mois qui viennent? Alors, moi, ça va bien. Je m'occupe de mes clients et de mes collaborateurs prioritairement. Donc, on est tous venus ce matin au bureau pour récupérer des ordinateurs portables et s'organiser pour les semaines qui semblent se profiler devant nous, où il apparaît assez clairement qu'un confinement sera demandé. Alors, on va parler comptabilité, on va parler expertise comptable. Il y a plusieurs sujets. On a vu donc la question avec Gaëlle et puis avec Anne-Sophie, des questions de communication et de droit du travail. Aujourd'hui, là maintenant avec vous, Mélanie, on va étudier cette question qui va tarauder beaucoup de monde et beaucoup de dirigeants d'entreprise d'ici quelques instants. C'est la trésorerie. Beaucoup de contrats sont en train de tomber. L'événementiel a été particulièrement impacté dans un premier temps. La restauration, les supermarchés et l'ensemble de l'économie non essentielle va l'être aussi. Quels sont les premiers conseils d'outils peut-être à mettre en place pour un chef d'entreprise dans cette période qui s'annonce compliquée économiquement? Alors la première chose dans l'ordre, c'est repousser ces charges sociales URSSAF. L'échéance, c'est aujourd'hui. Il y a encore possibilité de les repousser. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire, contacter le service social qui gère les payes pour demander la mise à zéro du paiement. C'est très important parce que même si la trésorerie aujourd'hui est bonne, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, il est impératif de préserver au maximum sa trésorerie. Ça, c'est le premier point immédiatement. Ensuite, il y a bien évidemment la mise en place du chômage partiel qui doit se faire. Alors, habituellement, ça prend 15 jours. Là, avec le coronavirus, ils ont réduit les délais à 48 heures pour ouvrir un compte et mettre les gens au chômage partiel. Ce qu'on a vu à l'instant avec Anne-Sophie. D'accord, très bien. Donc ça, c'est évidemment la deuxième chose à faire. Les gens qui peuvent faire du télétravail font du télétravail. Alors nous, typiquement, on a un vrai devoir vis-à-vis de nos clients de pas les laisser tomber maintenant. Donc je n'ai personne en chômage partiel. Et tout le monde est sur le pont pour répondre aux demandes des clients et pouvoir mettre tout ça en place. Ensuite, toujours dans cette logique de préserver, la trésorerie, il y a les échéances d'IS qui, tombent aujourd'hui. Il faut les décaler et contacter sa banque, puisque les banques vont encore rester ouvertes là, pour demander l'étalement des échéances d'emprunt, donc les reporter à plus tard.
Donc, en gros, les premières choses à faire, c'est est-ce qu'il y a un numéro unique pour rentrer, par exemple, pour les services de l'État? Vous parlez de l'impôt sur les sociétés. Je pense qu'il y a aussi les impôts, le prélèvement à la source, toutes ces questions-là. Il y a un numéro unique où il faut, excusez-moi l'expression, se taper un peu tous les services, la directe, les impôts, etc., l'URSSAF. Non, alors, j'ai pas connaissance d'un numéro unique. Et de toute façon, quand bien même il y en aurait un, il serait complètement saturé. Donc aujourd'hui, ils ont essayé de faire en sorte que ces décalages soient le plus simple possible. Donc un simple mail suffit. C'est pas la peine d'essayer d'avoir quelqu'un parce que je pense qu'on n'arrivera pas à joindre qui que ce soit. Donc il faut faire simplement un mail à l'URSSAF pour dire je décale le paiement de mes charges sociales. Et puis surtout un mail aux banques parce que ça ce sera peut-être un petit peu plus compliqué, leur demander de décaler les échéances d'emprunt, notamment sur les structures. Ça peut aussi aider les structures qui ont une SCI, par exemple, dans laquelle ils ont leurs locaux professionnels. La SCI va continuer à être prélevée de ses emprunts et il va falloir que la société d'exploitation qui habite ces locaux paye un loyer. Donc, pour pouvoir ne pas payer de loyer, il faut que les échéances des SCI soient décalées également. Donc vraiment tout un travail. Autre question, le monde de l'événementiel a été très impacté, presque ça a été la première vague de ce tsunami économique. Est-ce que les banques vont être enclins à prêter pour combler de la trésorerie? Comment c'est couvert? Parce qu'il y a un moment donné, il va falloir faire vivre les gens, on ne peut pas mettre tout le monde tout de suite au chômage. Il y a peut-être un moyen de passer le cap. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui semble aller dans ce sens? Alors, effectivement, il y a des choses qui sont mises en place. Les emprunts vont être cautionnés à hauteur de 90%. La BPI va se porter caution à hauteur de 90% de ces emprunts-là. C'est totalement inédit puisque au mieux, la BPI habituellement c'était peut 70, couvrir jusqu'à... Mais même pas, c'est 50%. Oui. C'était 70% dans les débuts de la crise sanitaire et c'est passé à 90%. Donc aujourd'hui, une banque qui prête à une société, elle est garantie du quasi-remboursement intégral des prêts qu'elle fait. Donc je pense que ça va aussi aider les banques, bien évidemment, à débloquer des crédits de trésorerie pour les sociétés qui en auront besoin. Ce qui veut dire qu'elles vont crouler, je pense, sous un certain nombre de demandes. Il va y avoir des conditions particulières où ça va être, j'ai envie de dire, le coffre va être ouvert et puis venez vous servir ou pas? Alors c'est une excellente question et j'aimerais beaucoup avoir la réponse à cette question parce qu'effectivement, on est tous un petit peu en attente des mesures du gouvernement. Les choses vont extrêmement vite. En moins de 24 heures, les informations changent. Donc, il faut aussi appeler les chefs d'entreprise à rester très vigilants, à bien écouter ce qui se passe. Et puis à pas hésiter évidemment à faire appel à ses partenaires, experts comptables, RH, etc. On peut aller sur les sites bien évidemment des structures dont on vient de parler, de BPI France qui a sorti une plaquette qui explique un petit peu tout ce qu'ils sont en train de mettre en place. Certaines CCI, comme dans les Pays de la Loire, sont en train d'essayer de mettre en place des numéros verts pour que les chefs d'entreprise puissent appeler, puissent se renseigner. En termes d'expertise comptable, quelles sont les mesures mises en place par le gouvernement qu'on n'aurait pas encore citées, sachant que ces mesures évoluent chaque jour, donc c'est un petit peu compliqué. Peut-être qu'à l'heure où on enregistre, ceci sera caduc. Absolument, c'est probable. Alors déjà, en fait, juste pour finir avec BPI, je vais quand même vous donner un numéro de téléphone. Ils ont mis en place un numéro de téléphone, numéro vert, qui est le 0969 370 240. On redit 09 0969 370 240. Vous pouvez les contacter pour justement mettre en place des outils de trésorerie, des ouvertures de crédit, etc. A priori, ils sont bien efficaces sur ce numéro. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'imagine qu'il y a aussi des chefs d'entreprise qui doivent être un petit peu angoissés par rapport au bilan qu'ils doivent sortir fin avril. Pour ceux qui sont de décembre de janvier à décembre. Pour ceux qui clôturent au 31 décembre. Alors,
pas de panique à avoir sur ce point-là. L'Ordre des experts comptables a demandé au gouvernement le report des dates d'échéance. Donc, de toute façon, c'est reporté. Hein. Pour l'instant, on a entendu, nous, la date du 31 mai, mais il n'est pas impossible qu'on soit au-delà de ces dates-là. Donc, bien sûr, vraiment là-dessus, il n'y a pas de souci à avoir. Et j'aurais envie de dire, n'appelez pas votre expert comptable pour lui demander si votre bilan est prêt. Je crois que votre expert comptable aura à gérer il vous enverra les urgences. avec plus ou moins de gentillesse balader. C'est bien ça. Comment on peut vous utiliser? Quels sont les éléments? Alors, je parle de vous, mais je pense que l'ensemble des experts comptables auront les mêmes mobilisés et sont mobilisés. Quels sont les moments où il faut que l'on vous contacte? Alors moi, ce que j'ai déjà appelé mes clients hier en fait, en prévision du standard qui allait exploser aujourd'hui. Donc les clients qui allaient être les plus touchés par les fermetures de commerces non indispensables, je les ai tous contactés pour leur expliquer le chômage partiel, pour leur proposer le décalage des charges sociales du 16 mars d'office, même si la trésorerie est là. Et donc aujourd'hui, j'en suis au stade de préparer les dossiers de chômage partiel, puisqu'on a déjà des gens qui sont en chômage total dès aujourd'hui. Et si confinement il y a, ça va impacter de manière encore plus importante toutes les PME et TPE françaises. Merci beaucoup. Une petite question. Je suis auto-entrepreneur. Oui. Comment je gère cette crise, sachant que certains auto-entrepreneurs, c'est leur activité principale. Il y en a d'autres, c'est un complément d'activité. Mais pour certains, maintenant, avec les nouveaux paliers qui ont été décrétés, c'est une activité principale. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? J'ai cru voir qu'ils pouvaient contacter la sécurité sociale pour bénéficier d'aide. Comment on fait quand on est auto-entrepreneur? Oui. Alors justement, moi, j'ai évidemment aucun auto-entrepreneur dans mes clients, puisque il n'y a pas de comptabilité spécifique à tenir. Mais effectivement, j'ai vu passer une information selon laquelle ils pouvaient demander des aides sur les sites. Alors, là, dans ces cas-là, Google est mon ami. Donc, je tape sur Google. Soyons agiles. Voilà, il faut aller voir sur Google auto-entrepreneur, aide, avec des mots-clés. Et je pense que toutes les informations s'y trouveront. Mais du coup, j'en profite pour vous dire également que tous les indépendants peuvent demander le report systématique de leurs échéances URSSAF. Donc ce qu'on appelle les travailleurs non salariés qui prennent des rémunérations sans avoir de bulletin de paye à proprement parler, et donc qui ne cotisent pas au régime général de la sécurité sociale, ont la possibilité de venir moduler, voire suspendre totalement les prélèvements. Et ça, j'invite évidemment tout le monde à le faire. Donc ça, c'est pour les SARL, URL, ça ne tient pas gérant compte majoritaire, gérants majoritaires, ça ne tient pas compte des SAS et des SASU où les dirigeants qui eux sont salariés et ont un bulletin de salaire, mais ne touchent pas le chômage, donc ne peuvent pas se mettre au chômage partiel. Je parle en connaissance de cause. Merci beaucoup, Mélanie. Est-ce qu'on a oublié quelque chose qui vous semble essentiel? Suivre sa trésor, peut-être, très important. Eh bien, suivre sa trésorerie, évidemment, décaler tout ce qu'on peut décaler et surtout faire preuve de solidarité et de responsabilité. Donc, premier élément pour la crise, c'est se mettre autour de la table avec son DAF, avec son comptable, avec son expert comptable et se dire où est-ce que je peux gagner un peu de trésor pour pouvoir passer le plus possible ce temps, on ne va pas dire sereinement, mais le moins agité possible. Absolument, absolument. Et idéalement, on ne se met pas autour d'une table, on fait ça au téléphone. Et on fait ça oui, pardon, excusez-moi. Une table téléphonique. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir été notre troisième expert de cette semaine. Nous, on continue tout de suite. On va parler droit des affaires, droit des marchés publics avec notre invité suivant. Merci beaucoup. À très bientôt, Mélanie. Au revoir. Au revoir. L'écho des solutions, RCF. Voilà, dernier expert de notre émission spéciale L'écho des solutions confinées, puisque nous sommes tous confinés chez nous, nous sommes tous par téléphone et finalement ça marche plutôt pas mal. Je suis avec Sébastien Niveau. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes avocat de droit
public, de droit des affaires et des marchés publics. On va voir un petit peu ce qu'il en retourne. C'est vrai qu'il y a tout un secteur de l'économie dont on n'a pas encore parlé. On a parlé beaucoup de l'événementiel, des cafetiers, des restaurateurs, parce que c'est eux qui sont les premiers impactés. Mais il va y avoir, comme on dit, la réplique, comme on parle quand on parle de séisme, qui va toucher d'autres acteurs de notre économie, qui est tous les acteurs des marchés publics, c'est-à-dire à la fois les bailleurs sociaux, hein, ceux qui construisent des immeubles, tout le métier du BTP. Et pour eux, c'est un peu compliqué, ils se posent plein de questions. Quelles sont les questions qu'ils se posent, Sébastien Niveau, et quelles sont les réponses qu'on peut leur apporter ? Alors les questions sont très diverses, c'est-à-dire que aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs qui sont titulaires, qui sont attributaires de marchés publics, ont principalement une difficulté de sous-traitance et une difficulté d'approvisionnement en matériel. Donc ça, c'est une première difficulté très concrète aujourd'hui, due à ce qui s'est passé en Chine et dans les autres pays ? Absolument. Et puis la première des choses qu'ils me disent, parce que c'est vrai qu'un marché public par rapport à un contrat de droit privé, il y a beaucoup de pénalités. C'est-à-dire que le sujet des pénalités est un sujet important, et la plupart du temps, bien évidemment, dans un marché public, il y a des délais, des livraisons, des délais d'exécution, et tous se disent à quelle sauce je vais être mangé. Alors moi, d'ores et déjà, je tiens juste à faire une mise en garde, c'est la suivante. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, est intervenu le 28 février dernier en disant deux choses. La première, c'est que les marchés publics de l'État feront l'objet, on appliquera les cas de force majeure. Et la deuxième chose qu'il a dit dans cette même allocution, c'est de dire qu'en cas de retard, tout retard confondu, livraison, exécution, réalisation, il n'y aura pas de pénalité. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour les marchés publics de l'État, les titulaires, les entrepreneurs titulaires, manifestement, auront une bienveillance de l'État. Et pourquoi je me permets de rappeler ça ? Pour principalement souligner le fait que la parole du ministre de l'économie ne vaut rien juridiquement. Elle n'a aucune valeur juridique. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que tous les marchés publics conclus avec, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, les bailleurs sociaux, mais aussi avec la commune de 500 habitants, avec le centre hospitalier, avec le conseil départemental, avec un ministère, on ne sait pas du tout au jour d'aujourd'hui si les pénalités seront appliquées ou pas. Alors, ce qui veut dire que là, le ministre dit, mais finalement, en tant qu'autorité ministérielle, peut prendre une décision pour l'ensemble des marchés publics de l'État, mais ça ne vaut pas pour d'autres formes de marchés publics qui sont municipaux, enfin métropolitains, municipaux, départementaux, régionaux. C'est chaque échelon qui va devoir se repositionner, c'est-à-dire qu'il va falloir négocier avec chaque échelon. Exactement. Et pourquoi le ministre ne le peut pas ? Puisque tout simplement, le marché public est un contrat intuitu personné. Donc le ministre ne peut pas se substituer à une des autorités publiques locales, telles que le maire, tel que le président de région, le président de la communauté de communes, pour décider à sa place, on applique ou on n'applique pas les pénalités. Alors qu'est-ce que vous conseillez aux dirigeants du BTP qui ont des marchés, ou d'autres qui ont des marchés publics qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent aujourd'hui là ? Alors, ce que je leur conseille, c'est d'abord le premier réflexe de relire leur marché public et relire les clauses de leur marché pour voir si quelque chose est prévu en matière soit d'imprévision, soit de force majeure. Quel est le régime applicable ? La deuxième conseil que je pourrais donner, deuxième réflexe, c'est que dès qu'ils ont une difficulté, il faut en faire part. En faire part comment ? Par écrit, parce que la traçabilité va être importante aussi bien après dans le cadre d'un différend que dans le cadre d'un contentieux. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ? Il faut qu'ils fassent un courrier recommandé dans lequel ils expliquent quelles sont leurs difficultés. Et il faut qu'ils soulignent également une chose, c'est qu'ils sont dans l'impossibilité de pouvoir exécuter le marché. Et également qu'ils ont essayé de mettre en œuvre des solutions pour pouvoir exécuter le marché, mais que ça n'a pu aboutir. Cas concret, il faut qu'ils expliquent que, par exemple, ils avaient recours à une entreprise de sous-traitance. En général, elle est déclarée dans le cadre marché public, et que ce sous-traitant-là, pour des normes de sécurité ou parce que les prix s'envolent aussi, certains sous-traitants en profitent du coup pour vendre leurs prestations un peu plus chères. Il n'a pas pu faire face à ça. En fait, il faut qu'il démontre dans son courrier, 1, qu'il expose ses difficultés, 2, qu'il démontre qu'il a essayé de mettre en œuvre des solutions, mais ces solutions n'étaient pas pérennes ou n'étaient économiquement pas viables. Et donc, dans ces cas-là, il faut qu'il demande ce qu'on appelle le pouvoir adjudicateur, l'autorité publique,
de renégocier tout de suite son marché. Alors là, ce que vous dites, c'est pour les marchés publics. En termes de droit des affaires, en droit privé, il y a des démarches qui sont à peu près équivalentes. Je vois le temps qui file, il nous reste 2 minutes, Sébastien. Alors, quand même, pour les marchés publics, je préciserai aussi que aujourd'hui, être titulaire d'un marché public, lorsqu'on ne peut pas l'exécuter, ça coûte de l'argent. Et il faut absolument que déjà dans le courrier qu'il adressera à la personne publique, qu'il manifeste le fait que sur le compte de marché public est onéreux et surtout, s'il le peut, qu'il commence déjà à chiffrer en précisant bien que les sommes ne sont pas définitives et qu'elles restent à parfaire. Voilà. En termes de droit des affaires, en 1 minute, très rapidement, quelles sont les bonnes pratiques là, à mettre en place? Négociation avec chacun de ses clients. Une fois de plus, revenir vers son client, vers son fournisseur, bien relire le contrat puisqu'il faut quand même partir de quelque chose. Et dans l'hypothèse où le contrat serait silencieux sur certaines clauses, surtout ne pas hésiter à renégocier avec lui tout de suite. Pour l'instant, l'État ne l'a pas fait. S'il y a une déclaration de catastrophe sanitaire nationale, il y a un certain nombre de clauses qui peuvent... Ça changerait la donne. Ça peut changer la donne, effectivement. Mais on n'en est pas à ce stade. Et là, ça peut exister lorsqu'il y a des inondations. Mais là, on est en matière contractuelle. Et une fois de plus, le principe reste que c'est un principe conclu entre 2 personnes et que l'État ne peut normalement pas se substituer. L'État va déjà faire beaucoup économiquement en prenant en charge un certain nombre de charges sociales ou en étalant ce qu'on appelle la dette fiscale. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Après, bien évidemment, on verra ce que nous réserve, mais ça m'étonnerait beaucoup que l'État puisse intervenir dans l'articulation du contrat et dans ses conséquences économiques. Merci beaucoup Sébastien Nivaud d'avoir été notre dernier expert. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On va faire des émissions confinées. D'ici là, une adresse mail ecosolidaire@mediaadvize mediadvize.fr. Ecosolidaire, c'est toutes les bonnes pratiques que vous mettez en place dans vos entreprises. Ce sont des témoignages de chefs d'entreprise. Vous voulez inspirer d'autres chefs d'entreprise. Vous voulez dire les choses qui fonctionnent. Restons positifs tout au long de ce temps dans lequel incertain nous sommes. Nous, on restera à votre écoute. Donc, ecosolidaire@mediadvice.fr, c'est votre numéro, c'est votre adresse mail. Vous pouvez nous contacter, nous envoyer vos témoignages, vos bonnes pratiques et on essaiera dans les émissions qui viennent de vous les faire partager. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne écoute des programmes de RCF. Nous, on se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine. À très bientôt.